Merci beaucoup. Stéphane, c'est mon prénom. Et ce soir, nous allons parler de Product Growth couplé avec de l'AI, intelligence artificielle. J'ai parlé de Love Story. On va parler d'amour. Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Un procédé, des méthodes pour battre les concurrents directs. Comment obtenir plus de l'analytics avec moins de problèmes. Comment ajouter l'intelligence artificielle au sein de votre produit. Dans quelle partie devriez-vous l'installer? Et pourquoi, de temps en temps, vous ne devriez pas tout simplement investir dans l'intelligence artificielle et plein d'autres choses. Qui je suis? Stéphane Babou, ça fait 6-7 ans que je suis dans le digital. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises, start-up à Berlin et à Paris, notamment dans le marketing digital pour la food delivery et l'e-commerce. Après, je suis donc devenu product manager et j'ai intégré Tiga en 2018. Et là, je suis sur 2 spécialités, le growth, avec mon ADN de marketeur digital transformé, et la data, avec justement en ce moment une mission sur la création d'un data lake pour un groupe pharmaceutique et également en fait la tokenisation au sein d'une blockchain pour le crowdfunding. Disclaimer. Alors je cherche le timer, il est là, merci. Attention, l'AI, l'intelligence artificielle n'est pas un outil magique. Il ne suffit pas de saupoudrer d'un peu d'AI votre produit pour que tout à coup tout devienne merveilleux. Il y a forcément des limites. L'une des limites majeures de ce processus, c'est qu'il dépend notamment de la qualité de l'information que vous donnez au sein du modèle. J'ai oublié de poser cette question. Est-ce que des gens sont familiers avec tout ce qui est Jupyter Notebook? Est-ce que des gens ont déjà codé en R ou en Python? Quelques-uns. D'accord, très bien. On ne va pas aller très très loin ce soir. Indépendamment de votre réponse, c'est juste qu'on ne va pas être en profondeur. Donc vous ne serez pas perdu. Donc des limites. Je me suis rattrapé. Autre disclaimer, on se situe dans un moment particulier du produit au niveau de l'évolution. La value proposition a déjà été validée, on a déjà trouvé le business model, on est donc en PMF, donc Product Market Fit, on a notre persona et segmentation sont faites, et finalement en fait, on a décidé d'indicateurs clés de performance que l'on souhaite mesurer et améliorer. On garde ça en tête. Autre disclaimer, on sait très bien en tant que product manager qu'on se situe en fait au carrefour et en même temps au cœur de nombreuses spécialités. On doit donc proposer un produit qui est désirable en travaillant avec l'UX, qui est faisable avec la tech et également viable. Pour autant, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'il soit aussi durable par rapport aux enjeux que l'on a actuellement au sein de notre société. Et les grandes thématiques des années à venir, il ne faut pas que l'on oublie notre rôle éthique et social. On passe sur le Product Growth. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Product Growth, c'est tout simplement un mindset, un état d'esprit qui découle en fait sur des procédés et pour finir des outils associés à ces procédés. C'est donc un blend de marketing et product et de données dont le but du jeu en fait c'est d'accélérer la croissance des KPI et d'un KPI en particulier. On parle d'une Product Growth Organization idéale avec un focus non pas sur un silo, ou tout du moins une partie du produit, mais bien sur le cycle entier de vie de l'utilisateur, avec toujours en tête l'amélioration d'un KPI. La team est multidisciplinaire, et c'est quelque chose d'important. On parle donc de compétences en produit, en data, en design, forcément technique, avec des ingénieurs, et des marketeurs. Le but du jeu, c'est d'avoir un impact fort sur l'évolution du produit. Et pour cela, on met en place différentes expérimentations que l'on souhaite être de haute fréquence, qui sont tout simplement planifiées et mesurables. Parce qu'en fait, on est data-driven ou plutôt data-informed. Je vais faire la différence plus tard. Donc on commence ici, tout en haut. Mindset, l'état d'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que l'état d'esprit pour un Growth Product Manager, c'est de se concentrer en fait sur toutes les possibilités d'amélioration, si menues soient-elles, de son produit
pour qu'elles se cumulent et qu'elles finissent par faire la différence sur votre produit. Le but du jeu, en fait, c'est d'améliorer de manière itérative chaque petit point d'entrée, par exemple, de votre produit. Et là, ce soir, on va parler de comment le faire avec l'intelligence artificielle. Pour cela, le procédé, on génère des idées. On génère des idées lors du brainstorming, session de différentes façons de générer des idées lors de ces sessions-là. On les organise, on les priorise avec différents frameworks. Ça peut être par exemple RICE, donc Reach, Impact, Confidence and Ease, pour ceux qui connaissent. Pour finir, on les teste, c'est-à-dire qu'on les implémente au sein donc, de différentes formules d'A/B test ou d'AN test. On analyse les résultats. Au préalable, en fait, avant l'implémentation de ce test-là, on a réfléchi aux KPI qu'on voulait améliorer et ainsi on a tracé une ligne dans le sable pour savoir est-ce que l'on dépasse ce KPI ou pas. Je prends un exemple très simple. On veut améliorer le taux de conversion sur la page d'entrée au sein du formulaire. Et on se dit, ok, très bien, avec notre nouveau formulaire retravaillé, on va améliorer de 25% le taux de conversion sur ce formulaire-là. On se rend compte qu'après des A/B tests, c'est le cas. On va très bien, on valide cette formation-là. Si ce n'était pas le cas, on continuerait d'optimiser. C'est la 5e étape. Et après, on répète. On est bien, bel et bien dans l'itération. Et finalement, des outils. On garde en tête cette thématique toujours importante entre le build et le buy. Est-ce que je devrais construire en interne à partir de rien ou un peu plus, ou est-ce que je devrais acheter? Finalement, et je pense que c'est quelque chose qui est souvent un petit peu sous-estimé, cela revient à un choix entre deux grandes variables, le contrôle et le coût. Si on fait à partir de rien, je veux dire en interne, on a un très grand contrôle sur la feature. Donc c'est-à-dire qu'on décide d'investir énormément sur cette feature-là pour avoir un contrôle plus important sur, par exemple, les données ou bien le parcours utilisateur au sein de notre produit. Au contraire, si on est dans une logique de buy, eh bien, on est peut-être dans une volonté d'accélérer, on va dire, notre apport, plutôt notre connaissance du retour utilisateur, en intégrant en fait moins de contrôle sur certaines parties de son user experience, mais par contre à un coût moindre en termes de développement. Important du coup, on verra ça dans la suite. Là, je reprends en fait la thématique d'implémentation des outils AI pour le growth de Growth Tribes, qui a divisé en fait en 3 grandes parties: must-haves, should-haves et nice-to-haves. Pour la Predictive Analytics, Clustering Customizations, on est dans le must-have, on va voir ça dans un instant. Recommendation System et Natural Language Processes, ce serait plutôt should-haves. Et pour finir, le Psychographic Personas et Image Recognition, nice-to-haves. On va pas en parler ce soir parce que je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus, donc je ne pourrais pas vous recommander quoi que ce soit. En toute honnêteté. On commence donc par les Predictive Analytics. Predictive Analytics nous permettent de répondre à certaines questions très intéressantes. L'une des premières, c'est par exemple, quel est le Customer Lifetime Value que l'on peut attendu d'un utilisateur? Est-ce qu'il est prêt à quitter le produit ou pas? Ou bien quels sont tout simplement mes utilisateurs les plus valables? Le Predictive Analytics nous permet de répondre à ces questions-là en se basant en fait sur les données et sur les modèles. Comment est-ce que ça fonctionne? En très grosse maille. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du modeling, etc. On prend donc l'historique data pour... il n'en faut pas beaucoup. Je dirais 600 à 700 personnes sont suffisantes pour valider en fait la pertinence de manière significative d'un modèle. On va donc utiliser différents algorithmes prédictifs, ça peut être des random forest, whatever. Après, en fait, on va tout simplement utiliser des nouvelles données pour vérifier si, au sein du modèle que l'on a déjà mis en place, les prédictions proposées matchent ou pas. Et pour finir, une fois qu'on a validé donc, ce modèle, on peut le mettre au sein de notre site internet.
Dans une perspective, pardon, de build, on a la possibilité de créer des modèles de prédiction, une prédiction par exemple de vente ou de la Customer Lifetime Value d'un utilisateur ou d'un client, from scratch. Je parle de cette plateforme qui s'appelle Kaggle, qui est en fait une plateforme de compétition pour les data scientists. Les entreprises viennent avec des idées, ou plutôt on va dire des concours, au sein desquels les data scientists devront tout simplement proposer le meilleur modèle d'algorithme qu'ils peuvent permettre de satisfaire le client. Là, j'ai pris un exemple assez simple. Google Analytics Customer Revenue Prediction. Là, c'était en R, la possibilité, en utilisant des données de Google Analytics, de prédire, une fois de plus, ce que les gens sont prêts à dépenser. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'historique de dépenses des utilisateurs, on va mettre en place, on va regarder certains paramètres, est-ce que la carte de crédit, je ne sais pas, l'âge, comportement d'achat précédent, l'heure d'achat, le montant, etc. Et à partir de là, cela va nourrir le modèle qui va ensuite proposer une modélisation et une prédiction pour les autres customers, donc clients à venir. Ensuite, on a le clustering et la customization. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que ça nous permet de dépasser cette façon qu'on avait un petit peu au doigt levé de créer des personas. Là, on va utiliser le comportement véritable de nos utilisateurs pour les clusteriser, c'est-à-dire les rentrer au sein de groupes. Et à partir de là, à partir du moment où en fait, on les rentre au sein de groupes, on peut soit proposer une personnalisation de notre produit, ou bien les retargeter de manière différente. Je prends un exemple très concret, très simple. On se rend compte que la plupart des gens qui viennent d'Instagram, donc canal d'acquisition c'est Instagram, sont clusterisés au sein d'un premier groupe. Les deuxièmes qui viennent de Facebook sont au sein d'un deuxième groupe. On se rend compte que les personnes qui viennent de Instagram sont plus sensibles à tout ce qui est image haute définition de personnes, on va dire, qui ont un certain lifestyle. Très bien. On leur propose en retargeting à ces personnes-là des images qui correspondent à leur mode de vie ou bien à ce qu'ils recherchent et ils sont plus enclins à convertir juste après. Donc ça, c'est une possibilité qui est liée au fait de notre capacité à clusteriser les gens. Je prends un outil, premier outil, Amplitude. Certainement, pas mal de gens le connaissent. Amplitude permet justement ce clustering de manière très simple, avec la possibilité de choisir au sein de différents paramètres, que ce soit la ville, le pays, le type de cohorte, ou encore, je ne sais pas, le genre, et la capacité également de lier ce premier choix à des actions comportementales. Une fois qu'on a ça, Amplitude crée par lui-même en fait certains types de groupes au sein de clusters que l'on peut aussi choisir le nombre de 4 à 9 par rapport en fait à des comportements qui ont été préenregistrés. Donc là on parle pour une plateforme comme Deezer par exemple et qu'on s'intéresse à des clients qui sont à Tokyo qui ont lors de leur première arrivée sur le site lancer une chanson. Donc là, on voit très bien tout simplement que sur le cluster 1, on a donc des comportements similaires comme l'édition du profil, le fait de télécharger ou pas une vidéo, ou bien le fait d'acheter, enfin de rajouter des choses à son carte. Donc Amplitude, outil très intéressant pour tout ce qui est clustering, pas forcément en build, et je vous déconseillerais de le faire en build parce que cet outil-là vous permet de faire
de manière très très qualitative. On parle de recommendation maintenant. Donc, pas besoin d'aller très très loin dans la définition, tout simplement quelque chose qui vous suggère des produits et des services selon l'analyse de la donnée, qualité comportementale notamment. En recommandation, pour tout ce qui est, on va dire, non pas build, mais buy, il y a donc cette startup qui s'appelle Unboxed, qui permet d'intégrer directement, de plugger à votre site, avec un raccord avec votre backend et des données historiques, des différents carousels qui vous permettent de faire de la recommandation de produits au sein de votre catalogue, selon justement le passif, ou tout du moins le passé historique de votre utilisateur. Autre chose, en termes de recherche personnalisée, on a également tout ce qui est lié à Algolia. Algolia, donc moteur de recherche qui fait beaucoup plus que ça, qui propose des recherches personnalisées comme outil. On prend cet exemple-là, où au sein d'une barre, 3 utilisateurs tapent Harry, mais selon les différents profils de ces utilisateurs-là, les gens s'attendront naturellement à des résultats différents. Là, on parle pour une personne de Harry Potter, l'autre Dirty Harry, donc l'inspecteur Harry, et finalement le prince Harry. Et comment savoir quelle information livrer à l'utilisateur? Eh bien, une fois de plus, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle et la classification par cluster. Donc, outil très intéressant. Et il y a plus que ça. On s'était intéressé dans un premier temps en fait aux produits. Tout le monde a lu ce livre? Pas de réponse, je suppose que oui. Back to the Basics. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Scrum, à un moment donné, il parle de la boucle OODA, donc Observe, Orient, Decide and Act, qui fait en fait un focus particulier sur certains processus qui doivent être améliorés. Donc je reviens en arrière. The art of doing twice the work in half the time. Comment faire en fait pour avoir plus d'impact au sein même de notre process cette fois, et non pas de notre produit. Puisque, in fine, notre travail est assez itératif. Et à chaque fois qu'on va améliorer, ne serait-ce que d'un faible pourcentage, une des parties de notre travail, eh bien, on va apprendre plus rapidement. Et cet apprentissage plus rapide nous permettra de justement gagner un avantage sur la concurrence. Donc si on a un temps d'expérimentation plus vite, eh bien, en fait, on va tout simplement avoir plus d'impact et être plus proche des volontés de l'utilisateur et in fine, c'est ce que l'on espère, gagner plus de parts de marché. C'est intéressant, pourquoi? Parce que, une fois de plus, et là je fais le lien avec le tout début, les teams de growth sont multidisciplinaires. Donc on a un champ d'études et d'impact qui est assez varié. On peut travailler sur des tools qui utiliseront l'intelligence artificielle au sein du marketing, je ne vais pas en parler ce soir. Pareil pour tout ce qui est engineering, produit, forcément, et lié à la donnée. Je prends un exemple simple. Pour tout ce qui est marketing, imaginez que vous avez au sein de votre App Store une app qui a des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de reviews. Vous n'allez pas pouvoir manuellement creuser dedans. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Le but du jeu, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer de la valeur à partir de ces reviews. Et c'est là où entre justement le Natural Language Processing. Tout simplement, c'est le but de lire, déchiffrer, comprendre les données, on va dire, à partir de langage humain, et de délivrer de la valeur à partir de là. Une fois de plus, on fait le lien entre est-ce qu'on va acheter ou est-ce que l'on va construire à partir de rien. Je vous propose de réfléchir comme si vous construisez à partir de rien. Vous avez la possibilité d'utiliser différentes API, que ce soit donc celle de Amazon Comprehend, celle de Google Cloud Native Language API, qui vous permettent de proposer directement, via l'API, de faire le travail on va dire, de transformation du fichier audio
en fichier texte par exemple, ou bien l'utilisation des revues pour en extraire du sens. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez aussi la possibilité, toujours dans un souci de contrôle, de créer votre système de Natural Language Processing en utilisant la Native Language Toolkit, une librairie Python, ou bien encore Spacy ou Genzim. Autre tool, justement dans cette démarche de créer à partir de librairie votre système de NLP, vous avez donc Towards Data Science, qui est une plateforme dédiée au data science, au sein de laquelle vous allez pouvoir apprendre ou refaire de nombreuses expérimentations qui ont été proposées par des data scientists. C'est très simple, vous tapez Towards Data Science, vous rentrez au sein du site et vous avez, on va dire, une vingtaine ou une trentaine de personnes qui ont proposé des tutoriaux step by step pour vous permettre de créer votre outil de NLP. Autre outil, si vous ne souhaitez pas le créer à partir de rien, mais que vous souhaitez acheter, il y a Trint. Donc Trint, c'est une plateforme qui permet justement de extraire du sens de vidéo, enfin de son, c'est-à-dire qu'il prend le son, il le transforme en texte, et à partir du texte, en fait, il va mettre en valeur de manière collaborative entre vous ou d'autres personnes de votre team des extraits importants du texte en question. C'est un outil qu'on utilise par exemple à Tiga. Je sais que notre UX designer a un compte. Et il y a encore plus que ça. Pour finir, il y a donc Oribi. Oribi, c'est un outil qui permet de s'extraire de beaucoup de complexité. Imaginons, vous n'avez pas des ressources en dev, vous n'avez pas des ressources ou très peu, vous n'avez pas de ressources en data science. Vous ne pouvez pas créer votre librairie from scratch, ou vous ne pouvez pas utiliser une librairie déjà existante, ou vous ne pouvez pas utiliser d'API. Oribi, en fait, c'est une solution qui permet d'appeler des API. Oribi, en fait, est une solution qui, une fois pluguée par Google Tag Manager, permet de collecter l'information et vous propose de répondre à des questions assez simples, comme par exemple, quels sont mes visiteurs qui sont le plus enclins à convertir? Combien de fois faut-il qu'une personne revienne au sein du funnel pour acheter? Le visiteur est prêt à partir. Enfin, tel type de visiteur est prêt à churner. Pourquoi? Et donc, en fait, on va dire que c'est un outil qui permet de s'économiser beaucoup d'efforts parce que de manière, on va dire, itérative et proactive, va venir vers vous, venir vous chercher et créer des alertes et vous dire attention, tel groupe d'utilisateurs va partir, ou bien il faut que vous améliorez votre funnel sur telle partie parce que là, justement, il y a un churn de 20%, etc. Donc cet outil-là est très, très, très intéressant. Une fois de plus, donc les rapports utilisés par Oribi. En takeaway, ce que vous devez retenir, tout simplement, c'est d'explorer votre produit et votre process, c'est-à-dire que le produit n'est pas la seule zone d'amélioration possible de manière itérative, il y a également la manière dont vous travaillez et les outils qui sont à disposition de vos collaborateurs ou de vos collègues. Trouvez des zones d'amélioration, testez par rapport à vos hypothèses, analysez les résultats, optimisez et pour finir, grandir de cette façon-là. Et répétez encore et encore et encore dans une démarche itérative. Je vous remercie. Peut-être des questions pour Stéphane? Oui, juste ici. J'ai deux questions.
si on prend l'exemple des app reviews, qu'est-ce que peut être le résultat concret si on utilise le NPL? Et deuxième question, c'est concernant la partie sustainability. Comment ces solutions que tu as présentées, comment ils sont sustainable? Merci. Alors, merci pour les questions. Première réponse par rapport à l'App Store Optimization, ou tout du moins par rapport aux revues, il y a la possibilité, en utilisant le Natural Language Processing, de créer en fait des nuages de mots avec les pain points les plus importants. Après, on peut faire ce qu'on appelle Sentiment Analysis, c'est-à-dire que de manière automatisée, on va pouvoir savoir quelles sont, une fois de plus, les grosses tendances par rapport à une nouvelle feature. Imaginons, on met en place la version 2 de l'app. On se rend compte qu'il y a 15 000 reviews, et dans ces 15 000 reviews, il y en a 300 qui parlent d'un pain point particulier qui est le fait de se connecter avec Google Login, par exemple. Si on le fait de manière manuelle, on va se dire, voilà, 300 c'est important, etc. On épluche les 300 premiers et on tombe dessus, on va surestimer ça. Avec la capacité de créer en fait des nuages de mots qui sont, on va dire, proportionnels, exactement, merci beaucoup. Eh bien, on peut se rendre compte que ce n'est qu'un pain point et que le pain point le plus important, en fait, a trait à, je veux dire une bêtise, l'écran d'accueil. Voilà. Donc juste avec cette feature-là, proposée en NLP, eh bien, on peut réduire, donner la valeur à cette démarche. Ensuite, moi, si je parlais en fait de sustainability et de durabilité, c'est plus en fait dans une démarche éthique par rapport à notre métier, Nous, on s'en rend peut-être pas compte, mais on a un impact très important au sein de notre société. Pourquoi? Parce qu'on est au cœur de la machine, mine de rien. On a les décisions sur tout ce qui est priorisation de features qui auront un impact sur des dizaines, des centaines, des milliers, des millions d'utilisateurs. Donc, moi, mon appel, c'était plutôt par rapport à ça. Si vous utilisez en fait des outils comme le machine learning pour aller encore plus vite, encore plus loin dans des choses qui ne sont pas forcément alignées avec vos valeurs, c'est pas forcément, on va dire, impactful. Enfin, ça n'a pas forcément un impact positif sur la société. Donc c'était plutôt ça mon appel en fait. Merci beaucoup. Bravo Stéphane.